suis Alain Marchais. J'ai été un des collaborateurs très proches d'Yves Saint-Laurent. J'ai travaillé avec lui pendant 30 ans, ce qui m'a donné du temps évidemment pour m'imprégner du sujet, de l'importance de l'apparence que nous avons tous et ce que nous accordons comme d'importance à ce sujet-là. Ce que j'aimerais en fait, c'est que chacun de vous soit dans l'immédiateté de m'interrompre ou de me poser des questions pour s'il y a des choses que je puis leur apporter en dehors de ce que j'ai à vous dire, et ce sera, je pense, de toute façon, une façon plus simple d'entrer dans le sujet. Donc cette apparence, je l'ai écrite parce que je n'ai plus la mémoire qui est nécessaire pour tout vous dire d'un coup. C'est un sujet qui déjà m'habitait depuis l'enfance. C'est faire du vêtement, habiller les autres. Ça a été déjà un départ dans ma vie. Tout petit, je vous dis 4 ou 5 ans, j'étais déjà à habiller les poupées de ma sœur ou mon ours en peluche. Et ça a continué de m'occuper pendant le reste de ma vie, puisque je continue à le faire, puisque j'ai une boutique atelier sur Agen, où je fais tout ce que je sais faire, c'est-à-dire tout ce qui peut être attendu dans le métier de la mode et de l'habillement. J'habille les hommes, puisque c'est déjà ma première formation, c'est celle qui m'a propulsé vers la haute couture, qui était réellement le désir que j'avais depuis l'adolescence. Et voilà, les choses se sont enchaînées de cette façon-là. J'ai travaillé 3 ans chez Un Tailleur pour Hommes, puis j'ai été orienté directement sur la haute couture, où je suis arrivé chez Saint-Laurent. Voilà, je suis resté donc 30 ans. Et donc le fait de l'apparence et de l'importance qu'on peut en donner, en tout cas donner à ce fait-là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé en faisant ce métier, de voir que chaque individu, chaque client et cliente qui venait se faire habiller avait le désir, en tout cas, de donner l'importance à sa propre personne. Et cette personne était évidemment quelqu'un comme n'importe qui de nous, mais avait cette nécessité, en tout cas, de vouloir aller au-delà d'une simple apparence et de faire en sorte qu'on les remarque davantage. Je pense que c'était le but de ça. Donc, tous ces gens et les autres aussi, tous ceux que j'ai croisés et qui ne s'habillaient pas sur mesure, puisque c'est une démarche particulière, avaient la même démarche, en tout cas, de changer leur apparence, et non seulement pour la changer classiquement, mais avec cette nécessité aussi par moment dans l'existence d'avoir besoin de changer cette apparence. On est tous passés par le « que vais-je me mettre » pour telle occasion dans sa propre vie. Ça peut être un mariage, comme ça peut être un enterrement ou autre chose, et c'est là où la question se pose et où l'on n'a pas forcément ce qu'il faut sur le moment pour changer ça. Donc ça nous met en situation d'avoir à chercher et d'avoir à se poser la question sur soi-même et sur ce que l'on veut projeter sur les autres. On ne va pas à un enterrement, un mariage ou un autre événement
sans se poser la petite question de, justement, est-ce que j'ai réellement ce qu'il me faut, ou est-ce que je vais aller chercher quelque chose à l'extérieur, parce qu'il faut réellement que je donne cette impression, cette image de moi, qui n'est peut-être pas tout à fait celle que tout le monde connaît, mais je tiens absolument à ce que ce soit quelque chose d'exceptionnel et qu'on me reconnaisse dans une autre image que je vais imposer aux yeux de tous. Donc, c'est une importance particulière, et c'est vraiment le sujet actuel de notre société, c'est de se trouver dans un rythme, en tout cas, qui existe extérieurement, où tous les gens, vous l'avez remarqué, sont quasiment habillés pareil. Il y a ce phénomène qui est le phénomène des boutiques qui impose aux gens de trouver, vous pouvez changer de boutique, on va vous proposer la même chose dans celle qui est à 50 ou 100 mètres plus loin, et vous ne trouverez rien de particulièrement excitant. Oui, Isabelle? Je voulais juste dire qu'effectivement, on est dans une uniformisation sociale totale. Et les gens ne se rendent pas forcément compte, mais comme tu le dis très justement, en allant acheter des fringues soi-disant de marque, ce qui ne veut absolument rien dire, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit bien construit, bien fait, enfin tu es mieux placé que moi pour le dire, mais il y a une uniformisation qui va aussi avec une uniformisation de la mentalité. Oui. On est vraiment dans un système en ce moment où on considère que c'est le groupe qui fait absolument tout, et que l'exception doit être complètement remise dans le groupe. Et donc c'est un réel problème, puisque ce qui se passe en ce moment, c'est que on est bien d'accord que c'est l'exception qui fait le groupe. Et le groupe n'a jamais fait l'exception. Et en mettant tout le monde en uniformisation, les jeunes gens très jeunes, on les conditionne avec des marques de fringues qui leur vont pas bien, puisqu'il n'y a aucune fantaisie, ils n'ont pas le droit d'exprimer quelque chose, on leur dit que comme ça c'est mieux. Il faut avoir des marques parce qu'autrement ça ne veut rien dire. Oui. Tu vois, et je trouve que c'est assez affolant. Oui. Et donc dans l'idée, c'est que effectivement c'est le costume qui fait la posture. Et à mon sens, la première révolte, elle vient de là. Lorsque tu as des jeunes gens, des enfants qui disent « Ah mais moi, ça je m'en fiche, peut-être qu'il faut mettre des Nike à l'école, je m'en fous, je préférerais ça et ça ». Je pense que là, on est déjà dans une forme de résistance, en fait, et d'éveil à une forme de différence, qui est vraiment assez peu propagée dans la société du moment, quoi. Voilà. Merci. Oui, c'est vrai. Et que les gens qui sortent effectivement de cette multitude d'uniformisation en sont arrivés à faire cette démarche de passer presque inaperçu, alors que ce sont des gens que l'on voyait de par la différence, puisque socialement ils ont les moyens de s'habiller différemment de ces groupes, mais en sont arrivés justement à se fondre, à vouloir se fondre pour ne pas être trop vus de la multitude, de ce que ces gens peuvent leur reprocher, puisqu'il y a une réaction par rapport à ça, c'est qu'il y en est presque de l'agressivité, parce que les autres, les gens sont habillés différemment et ne correspondent pas à leur vision de ce que les autres doivent être. Je dis bien doivent être, puisque c'est rentrer dans un moule, en fait, puisqu'on est sur le fait que tout le monde soit inidentifiable, finalement. Oui, mais ce moule, mon cher Alain, ce moule a déjà existé au temps de Louis XIV. On rentrait dans le moule de la cour. Et si on n'était pas dans ce moule-là... Oui, tout dépend de ce que l'on a l'intention de faire effectivement de son existence. Après, c'est une question sociale qui vient s'installer dans... Alors, ce que je veux dire, cette uniformisation, actuellement, dans la société dans laquelle on vit, chez nous, ici en France, ce qui me choque le plus, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais
l'élément majeur qui arrive en premier temps dans cette uniformisation, c'est l'uniformité de la couleur. Quand le noir règne, il n'y a que du noir. Mais c'est affolant. Dans des boutiques, on ne voit que du noir. Alors maintenant, je suis du marron, du rouge, je pourrais le dire, mais c'est affolant. Parce que ce qui se voit de loin, c'est oui. J'ai été surpris plusieurs fois, je voyage pas beaucoup, mais quand on est quelquefois en dehors des frontières, on voit quelquefois beaucoup plus de couleurs. Absolument, oui. Mais la couleur n'est plus en fait un phénomène de mode, ce qu'il était auparavant. Ah, ça n'est plus du tout un phénomène de mode. Plus du tout, non. On peut le constater effectivement avec cette présence du noir qui élimine toutes les autres couleurs. Ou pas. Car le noir permet de révéler les autres couleurs. Oui. C'est pas de mon expérience de 10 ans de visual merchandiser dans la grande distribution, je l'avoue. Et le noir, on le place toujours pour mettre en valeur les couleurs prédominantes, qui peuvent être des jaunes à la rentrée, qui peuvent être des verts au printemps, parce que souvent on remarquera les saisons calquent, les saisons mode, j'entends, calquent les couleurs des saisons et on se camoufle. C'est ça qui m'intéressait par rapport à ce côté camouflage. On remarquera quand même que dans une collection, les verts au printemps ne sont pas les mêmes qu'on aura à l'automne. Les rouges deviennent orangés, les roses deviennent pourpres ou bordeaux. Et quand bien même on uniformise, n'empêche, on copie la nature, c'est encore plus fort parce qu'on fait croire aux gens qu'ils sont dans une tendance, et la tendance ne s'inspire que de la vie et de la nature, à mon sens. Après, souvent dans une collection, le noir n'est pas forcément mis en avance parce que c'est la couleur dont tout le monde a besoin d'avoir du noir. Donc on le cache, on le met dans un endroit où le client pourra le trouver, mais en passant de ci de là par des suggestions d'achat, des assemblages, des choses qui le rendra fantaisiste en disant tiens voilà ça c'est à la mode, j'ai vu Bianca Jagger, j'ai vu un tel faire une publicité avec ce produit, et en faisant ce chemin-là on ira chercher peut-être le produit, mais en attendant on va rajouter plein d'autres choses. Et moi je suis pas d'accord, il n'y a pas tant de noir que ça dans les collections. Après, en général, il y a toujours une base de noir, mais on dit aussi que le bleu marine est le nouveau noir, on dit que le jaune est le nouveau blanc, que le rouge, enfin que le rose est le nouveau rouge. Mais c'est l'utilisation que l'on en fait par le côté commercial. L'utilisation du noir est forcément quelque chose qui va dépasser le reste. Les couleurs, elles peuvent être changées. Lorsque l'on fait une collection, on fait forcément des couleurs avec... ça peut se rattacher à ce que la nature nous raconte, mais ça peut aussi être un choix tout à fait voulu. On peut mettre un rouge extrêmement fort en contrebalance de ce justement, et c'est bon, on ne l'attendait pas, et c'est là. Mais c'est pour justement faire le choc de ces deux couleurs. Et effectivement, la couleur, elle peut être changée, ne serait-ce que dans l'action d'une commande. Une cliente va vouloir cette robe, ce manteau ou ce tailleur dans une autre couleur. La couleur ne va pas lui sied ou lui plaire de toute façon, mais elle préférera une autre couleur. Donc elle tiendra à changer la couleur et on lui fait la couleur qu'elle veut. Et après le noir, effectivement, on peut y ajouter des choses. Y ajouter des choses de couleur, mais des accessoires. Et une femme, puisque c'est souvent plus la femme qui sera prise par cet élément, c'est de vouloir avoir dans sa garde-robe une robe noire, un tailleur noir. La robe, elle peut être de jour, de cocktail, du soir, et elle aura sa robe de toute façon, puisqu'elle passera davantage dans le temps. Elle sera quelque chose qui passera le temps, et ça lui sera plus facile de la ressortir. C'est difficile de sortir une robe que l'on a déjà vue, qui a une couleur très très forte. On vous a vu, on ne va pas vous revoir dans la même robe. Trop souvent. Voilà. Mais bon, c'est vrai que les couleurs sont souvent source d'inspiration, c'est vrai. Et là, c'est justement dans l'apparence, ça rejoint cette idée de l'apparence.
une femme qui va sortir sa robe rouge tous les ans, par exemple, on va dire « Ah, elle sort encore sa robe rouge ». Donc, changeons de couleur. Donc après, le sujet de l'apparence, c'est quelque chose qui a été effectivement, je rejoins le propos de Marc, que dans l'histoire, effectivement, l'apparence privilégiait une situation sociale, de toute façon. Mais aussi mettait tout le monde dans sa situation sociale. On ne faisait rien en différence de cette situation-là. Et en fonction aussi de sa culture, de la culture, qu'elle soit provinciale ou effectivement sociale, mais sur d'autres sujets. Donc, et cette inspiration, en tout cas, que peut être l'histoire du costume, nous l'avons toujours présente. Même actuellement, on peut croiser des gens dans la rue, on peut se rendre compte que beaucoup de gens sont encore sous l'influence d'une période ou un détail qui va être le détail de la personne, puisque cette personne va être continuellement avec ce détail qui va être le signe distinctif de sa personnalité. C'est à ça qu'on reconnaîtra la personne et qu'on saura aussi quelles sont ses inspirations. Et ces détails, on les retrouve, et cette inspiration aussi, on retrouve ça chez beaucoup de créateurs qui font des choses qui font que cette histoire du costume, ce qui nous a précédés dans le temps, nous tourne toujours autour, puisqu'il y a toujours ce phénomène-là qui inspire éternellement, de toute façon. On va retrouver d'un seul coup dans des collections, et que ce soit chez n'importe lequel, il va y avoir peut-être un fil conducteur d'un seul coup sur une année de travail où tous les créateurs vont avoir une idée commune, un fil qui va les pousser les uns les autres vers ce détail-là, et le creuser un petit peu plus. Donc notre apparence, elle nous suit dans notre existence, puisque je ne sais pas comment vous avez vécu vos vies et si vous avez travaillé réellement sur votre apparence, et si c'est quelque chose qui est réellement super important pour vous. Je vais peut-être poser la question à une personne en particulier. Vous, madame, en face de moi, j'adore les couleurs que vous portez. Est-ce que le phénomène de votre apparence, est-ce que c'est quelque chose qui a eu une telle importance, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est normalement installé dans votre existence et que vous suivez ce que ce fil vous a impliqué dans votre vie? Moi, c'est très particulier, je suis née comme ça. Voilà. Toute petite, j'aimais les fringues, je monnayais des actes contre des fringues, j'ai toujours adoré ça, et c'est une véritable passion. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai... Enfin, ce qu'il y a de bien, je dis pas ça. Ce qui est important, c'est que la chance que j'ai eue, c'est que j'aime toutes les couleurs. Ah, très bien. Et que j'ai toujours travaillé toutes les couleurs. Bon, moi, j'ai une boutique depuis 43 ans. Donc, dès que j'ai ouvert ma boutique en 76, j'ai vendu des portefeuilles rouges alors que personne n'en vendait. Ils vendaient du marine, du marron, du noir. Oui. Et quand les représentants venaient, ils me disaient, mais mademoiselle, vous osez
Je dis, ne vous occupez pas, c'est moi qui gère. Et j'ai toujours fait, et je fais toujours. Alors, on parle du noir chez moi, vous pouvez venir voir je suis de Condon, vous pouvez venir voir mes vitrines. C'est en toute humilité, c'est un enchantement. D'accord. Voilà. Elle se trouve où, ces vitrines? Elle est rue Gambetta, à Condon. À Condon, d'accord. Et dans les chaussures, c'est pareil, et Oui. dans tout. Oui. Et en plus, bon, j'ai le devoir, enfin, j'ai envie de rendre les gens heureux. Donc, ils arrivent, bon, bien sûr, en noir, souvent, comme disait le monsieur. Et moi, bien sûr, ça, le noir, j'en ai, bien sûr, mais très peu, très peu. Très peu. Donc, je fais bifurquer, mais non, mais ça, je peux pas, c'est pas possible. Tout est possible. Tout est Parce possible. qu'en fait, l'être humain, il a sa personnalité. Il y a peu de gens qui cherchent à faire ressortir sa personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont peur du regard de l'autre. De toute façon, déjà. C'est pour ça qu'ils rentrent dans une uniformité incroyable. Les baskets, tout le monde a des baskets. Voilà, c'est comme ça. Oui. Mais moi, j'étais dans un collège où il y avait l'uniforme. Mais je m'arrangeais pour avoir un tablier bleu marine, mais avec une petite bordure rose, ouverte. Je disais à ma maman, je veux pas ça, je veux pas ça. Et puis je voulais des boutons sur le côté, pas des boutons là, des poches là. Oui. Enfin, ça a toujours été... Alors j'ai beaucoup d'idées. Je peux dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça comme ça, mais je ne sais pas le réaliser. Mon grand problème. Et d'ailleurs, j'ai vendu sans faire de retouche. J'ai expliqué aux gens ce qu'il fallait faire. J'ai envoyé chez des gens compétents. Mais moi, moi l'aiguille, de toute façon, ça passe vite pour moi, une aiguille, c'est une machine. Non, c'est pas possible. Oui, et puis bon, une retouche, c'est... Chacun son truc. C'est forcément et très facilement faisable à la machine. Et il vaut mieux d'ailleurs. Une retouche, c'est déjà intervenir sur un vêtement fait et sur quelque chose qui existe pour une taille, pour un gabarit, on va dire. Et il vaut mieux se servir d'une machine tout simplement parce que ça résistera mieux de par la suite. D'accord. Ouais. Mais moi, j'avais une occasion d'un mariage dans un grand truc. Et je suis allée à Agen et j'ai trouvé un ensemble qui me convenait. Je me disais, ça va le faire. Sauf que c'était du 3 et je faisais du 1 tout juste à l'époque. Et j'ai une couturière, en plus c'était du chanton, pas facile à travailler, qui m'a rattrapé, qui me l'a fait sur moi. Ça, j'ai trouvé. Qui a changé le... Passer du 3 à passer au 1, oui, c'est ça, voilà, on change de taille. Ouais. Et ben, ça arrive, hein. Moi aussi ça m'arrive de le faire. J'ai eu un monsieur qui faisait, je ne sais plus de 100 kilos, qui est venu me voir et il avait perdu, je ne sais pas, 50 kilos, quoi. Donc j'ai lui refait son costume entièrement et c'est faisable. Ce qui est important aussi, pour moi, c'est les matières. Les matériaux sont très très importants. Oui. Les matières, ça c'est... Parce qu'on a vulgarisé la mode pendant des années avec tout un tas de polyester, tout ça. C'est affreux. Et quand vous disiez tout à l'heure que quand on rentre dans une boutique, et ça c'est vrai, parce que je l'ai fait, moi, une boutique quand même, et vous rentrez dans une, vous rentrez dans l'autre, c'est exactement la même chose. Oui, tout à fait. Et cette année particulièrement, avec les imprimés de moi, cette je ne les regarde plus. Mais moi, j'ai des gens qui viennent me hein. voir, qui viennent pleurer dans ma boutique. Et vous êtes à Agen, mais vous êtes à Agen, vous avez une boutique ou un atelier? Une boutique atelier, oui. Ah, d'accord. Et Sous vous les êtes Cornières. situé où? Rue des Cornières, Ah, au numéro 9. bon, Très précis. je viens de vous. Donc je fais du sur-mesure principalement, mais je fais aussi de la retouche pour que ce soit sur mesure. C'est ça qui est intéressant, parce que moi j'ai de belles choses, mais il faudrait en toucher. Voilà. Est-ce que je pose la même question à quelqu'un d'autre?
Monsieur Frisé, par exemple. Est-ce que l'apparence, est-ce que l'on voit de vous aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, qui est venu naturellement en tout cas, par des choses qui vous caractérisent en tout cas, qui sont votre personnalité justement, puisqu'on parlait de personnalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ça? Allez, dites-nous. Je ne sais pas trop. Dans ma personnalité, c'est d'abord les cheveux, justement. Oui. Le foufou, ça c'est la base. Ouais. Et puis après, la façon dont je suis habillé, habituellement je n'ai jamais de basket, j'ai plutôt des vestes et puis des blousons comme ça. Oui, ça vous donne un petit côté décontracté, qui vous va bien avec vos cheveux, et puis qui donne une espèce de jeunesse aussi à votre allure, à votre silhouette. Oui, si, vous faites un petit peu. Un adolescent qui n'avait pas encore trouvé la fin de l'adolescence, on veut dire. J'aime bien le côté un peu détaché, un peu oui. léger. Ouais. Un peu frivole, léger. Ouais. Très bien. Mais ça, je garde quel que soit l'habillement, même si je m'habille un petit peu sérieusement, oui. Je me débrouille pour être toujours un petit peu évaporé. Que ça existe toujours et que ça se voit, quoi. Ça se voit, oui. Parce que là, j'ai pas de couleur, mais par contre, oui. j'aime la couleur. Vous aimez la couleur? Ouais. Et vous en portez donc? Comment? Et vous en portez donc? Ah oui, oui. Actuellement, parfois, je peux tout mélanger, histoire qu'on me remarque un peu plus. On a besoin, voilà, de temps en temps. Voilà. C'est aussi un sujet qui fait quelque chose qui fait partie du sujet. C'est d'avoir besoin de temps en temps d'être vu. Aussi. Est-ce que Daniel, c'est ça, a besoin d'être vu de temps en temps? Oui, mais moi je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est d'allier le confort, c'est-à-dire le vêtement dans lequel on se sent bien. Alors on se sent bien par rapport à des couleurs, ça c'est sûr, il y a des couleurs que je ne supporte pas. Bon, comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mal dedans. Mais il y a aussi les formes, et je trouve que c'est toujours très difficile d'allier, alors je ne veux pas dire l'élégance, parce que c'est quand même un grand mot, mais et le confort. Et je trouve que c'est pas évident. Il y a des choses très confortables qui peuvent donner une allure très élégante à la personne, c'est la façon de le porter, de toute façon. Donc on ne peut pas porter n'importe quoi. En fonction de c'est à vous de donner l'élégance à ce vêtement que vous trouvez au départ confortable, mais pas plus que ça. Après, c'est à vous de lui donner ce cachet-là, la façon de le porter. C'est donc votre allure qui va la porter, cette élégance-là. Alain? Oui. Il me semble aussi qu'il y a une chose qui est très importante et qui a beaucoup changé en fait. Et pas forcément bien. C'est la qualité des matériaux. Oui. Il y a des matériaux qui sont très très beaux à porter, dans lesquels tu peux être vraiment très bien. Ça rejoint un peu ce que disait Daniel. Oui. Et là, la qualité des matériaux, Madame parlait précédemment, j'entends du polyester. Hein. Et c'est vrai que souvent le polyester égale calamita. Hein. Et ça ne peut pas tomber correctement, ça ne peut pas donner ne serait-ce que la simple joie d'être dans le vêtement, parce que déjà, ça ne veut rien dire, c'est pas agréable à porter. Non. Sur la peau, ça ne veut rien dire. Il y a une réaction épidermique par rapport à ça, qui ne donnera jamais l'aisance déjà au corps qui le porte, puisqu'on sera toujours en réaction par rapport à ça. Donc, la soie, le coton, la laine, toutes ces matières qui sont des matières nobles, nous mettent à l'aise dans ces vêtements qui sont faits avec. Et forcément, il y a un comportement du corps qui sera différent et qui amènera autre chose à ce que vous voulez donner à ce vêtement, aux portées de ce vêtement, de toute façon. Qui vais-je pouvoir interviewer encore? Christelle fait non de la tête. Alors, ta sœur, par exemple. C'est quoi
quoi La question? Le sujet? Non, Qu'est-ce que tu penses en fait? Bon, je sens bien ta façon de t'habiller, mais est-ce que est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui serait possible pour toi dans ta façon de t'habiller, par exemple? Qu'est-ce qui serait possible? Possible, ce que tu imagines que tu pourrais porter, en tout cas. Ah, mais je pourrais porter des belles choses, sauf que j'ai jamais su trouver plus ou moins. Oui, des belles choses, d'accord. Voilà, mais ça, c'est un point de vue personnel, je dirais. Tu trouves que ce sont des belles choses, mais c'est ton goût, c'est un goût qui t'appartient. Mais après, quel type de vêtements te plaît, mais que tu ne portes pas, par exemple? Je ne porte pas. Déjà, de toute façon, les couleurs, j'aime les couleurs. Le noir, c'est pas mon. Je vais en porter un petit peu là, bon, exceptionnellement, j'en porte pas. Là, mais c'est vrai que. Non, maintenant, vous me le dire. Hein. Je suis pas guerre. Le noir est vite, le plus possible. Mais j'aime beaucoup la couleur. Après, c'est les robes que moi j'aime beaucoup, mais je ne trouve pas les formes qui. Je suis plus jean, par exemple, pantalon et tout, mais les robes. Là, je ne veux pas que tu me parles de ce qui te va et ce que tu portes de façon régulière. Que tu me dises ce qui te plaît, ce que tu aimerais porter, que tu ne fais jamais en tout cas, de toute façon. Ben, tu me parles de robe là. Quel style de robe par exemple? Parce que là, nous te voyons en noir, justement, avec des masquettes. Et comment serait ta nouvelle apparence, en tout cas? Là, c'est un peu difficile, je ne me connais pas trop au niveau de la moi, je ne suis pas trop dans ce truc-là. Non, mais un truc qui te plairait, mais tu n'oserais pas le porter. Et on voit des trucs excentriques, mis en avant, être chic et ce genre de truc, quoi. Oui, un petit peu too much, quoi. De la pression, quoi. Tout ce qui est. C'est vraiment, je ne me mettrais pas, je n'oserais pas. Parce que comme tout le monde. Mais plutôt Lady Gaga ou plutôt de la falaise? Lady Gaga. Plutôt Lady Gaga. Non, mais belle femme, quand on a un corps avec sa morphologie, mettre en avant son élégance, quoi. Ce genre de truc. Voilà, tu as parlé de quelque chose. On a du mal à se trouver élégante. Tu as parlé du corps, parce que ça fait aussi. C'est un élément le plus important. On ne peut pas habiller un corps n'importe comment. Enfin, je le conçois. Comme ça. Mais il y a des gens, beaucoup de gens qui le font. Je ne suis pas contre. Mais je trouve ça un petit peu. Non, on peut être élégant, n'importe. Mais on a du mal à trouver par contre. On ne se trouve pas souvent. Non, il y a une très bonne adresse rue des Cornières. On ne s'avance pas sur les produits. Donc justement par rapport à cette histoire de corps, Daniel l'a abordé dans sa façon de vouloir porter certaines choses qu'elle ne porte pas parce qu'elle ne se sent pas bien dedans, uniquement parce qu'elle n'a pas le confort avec. Et effectivement, le confort est important par rapport au corps qui change avec le temps et qui nous oblige effectivement à changer la vision de notre façon de nous habiller. C'est ce qui est le plus dur. C'est ce qui est le plus dur. Le plus dur dans le sens aussi, dans le sens de trouver les choses, c'est le plus dur aussi dans sa tête. C'est de dire, j'ai changé, je ne peux plus m'habiller comme j'aimais m'habiller. Et c'est difficile, je fais de la résistance, mais je sens que ça n'est pas possible, ça ne l'est plus en tout cas. Alors, qui va m'en parler de ça? 36 abandonnés. Cette dame qui est aussi face à moi, qui a un sourire quasiment permanent, puisque le sujet visiblement l'a fait sourire. Et je voudrais qu'elle nous dise aussi un petit peu ce qu'elle pense de ce phénomène, puisque que le corps change, c'est un phénomène, nous ne pouvons rien, on a beau lutter, on a beau faire des choses. Encore plus d'importance, parce que quand on est jeune, on s'habille pour montrer, pour révéler, et ensuite pour cacher. Mais il faut que ce soit bien de cacher tout en restant élégant.
oui, effectivement. Et on parlait des couleurs tout à l'heure. Pour moi, les couleurs sont essentielles parce qu'elles influent beaucoup sur l'humeur. Oui, oui, oui. Et elles portent un message de joie. Oui, oui, oui. Qui peut changer le type de relation qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre ou des autres. Moi, je pense que ça, en tout cas en ce qui vous concerne, c'est la note principale de votre personnalité. Oui, et il faut l'assumer. Il faut l'assumer, mais ça vous va très bien. Assumer son originalité par rapport au groupe et à l'uniformité. Ah oui, s'en détacher totalement. Oui, tout à fait. Donc, voilà, vous m'avez tout dit? Alors, à peu près. Oui, à peu près. Bon, on va passer un peu aux garçons. Hein? Tu m'as compris. Oh, mais Claude va y passer aussi. Alors, que peux-tu me dire, toi, par exemple, tu es un garçon, certainement tu as un visuel tout à fait personnel de la façon dont les garçons s'habillent, mais tu as certainement eu aussi des moments dans ton existence où tu étais plus jeune, où tu as eu cette envie, certainement, j'imagine, de sortir un petit peu de ce que le classicisme ambiant d'une période pouvait te proposer, et où tu as certainement débordé un petit peu, non? J'ai toujours été plus ou moins habillé simplement. Simplement. C'est vrai que j'aimerais bien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'aime les chemises. D'abord, parce que je suis toujours en jean, différemment, avoir un pantalon plus souple, pas trop large parce que c'est vrai que moi je suis mince. J'aime pas trop. C'est joli sur quelqu'un de maigre aussi. Oui, mais moi je trouve que ça ne me va pas du tout. Voilà. Ça donne justement ce côté un peu chaloupé dans le vêtement, cette souplesse. C'est vrai que moi de ce côté-là, oui, c'est un truc qui me fait plaisir. Donc une autre tenue vestimentaire, celle que je peux pas à l'heure actuelle. Après, par rapport à mon métier que j'ai fait, alors, quel est-il ce métier justement? Donc, je suis préparateur de commandes dans oui. Dans les conquêtes. D'accord. L'alimentation. Alimentation, oui. Oui, ça demande une certaine simplicité. Hein. Voilà, c'est sûr. Mais on peut se défouler effectivement après. Hein? D'accord. Donc à chaque moment de la vie, on a le droit de se défouler, on a le droit de se démarquer justement de ce que l'on fait quotidiennement et d'avoir des envies d'exister, de se montrer en tout cas. Alors, non, mais comme... on trouve même aussi les pantalons souples, voilà, on se regarde en glace, enfin moi, ça me va pas. Ou alors que je l'aurais à trouver un tape à l'œil. Oui. C'est toujours évident. Ben, il faut y aller. Hein. Quand on a cette envie-là, il faut y aller. Bon, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais... parce que je suis sobre aujourd'hui. Mais bon, il faut y aller quand on a envie, et c'est montrer aussi sa personnalité, que de le faire en tout cas. Bon. Oh, ben Christelle se décide, voilà. Christelle a envie de dire quelque chose, donc on va la laisser parler. Voilà. Tu en as pour... Au moins 5 secondes. Ah non, mais 5 secondes, c'est... Non, juste pour dire, non, après, au vu de ce qui a été dit précédemment, et puis ce que tu essaies quand même d'amener, du coup, ce qu'on constate quand même, c'est vraiment une crise identitaire. De mon point de vue, c'est quand même... parce que tout ce qui a été dit là, à un moment donné, c'est oui, j'aimerais bien, mais j'ose pas. Quelque part, j'ose pas révéler qui je suis finalement. Parce que bon, qu'on travaille en tant que préparateur de commandes, ou qu'on soit directeur de X ou Y, ou quoi qu'il en soit, on peut révéler sa personne. Ok, on va peut-être pas se mettre sur notre 31, quand on travaille sur une chaîne. En revanche, on peut peut-être avoir un style qui nous représente complètement. Et je crois qu'aujourd'hui, la vraie crise, elle est là. Alors, oui, on parlait d'uniformisation et d'uniformité au sens large, mais je crois surtout que c'est vraiment, aujourd'hui, vraiment une perte d'identité.
Parce que tout en empêche de toute façon, sur ton lieu d'activité professionnelle. Alors, je ne crois pas qu'on nous l'empêche, mais je crois... Alors, par exemple, je suis allée à New York il n'y a pas trop longtemps, et là, j'étais impressionnée de voir les différences. Personne ne regarde personne, et pourtant, vous allez voir une dame habillée en Sissi impératrice, et en même temps, vous allez voir une Lady Gaga à côté, et en même temps, vous allez voir monsieur ou madame tout le monde, et personne ne regarde personne, en fait, à part moi, puisque j'arrivais de France et je suis là, Mais New York, c'est intéressant pour ça, parce que c'est une mixité que personne, effectivement, ne fait pas attention, mais en tout cas, on se rend compte que tous les gens ont cette légèreté, cette excentricité, que ça fait partie de l'ambiance. Ils acceptent d'être eux-mêmes, plus facilement. Voilà, ils acceptent d'être eux-mêmes. Oui, c'est la glorification de Comment? C'est la glorification de l'individualisme aux États-Unis. Ça fait partie vraiment de l'identité américaine. De l'identité, oui. Oui, certainement. Après, c'est vrai que quand on se balade, du coup, il y a tellement de monde, personne ne fait attention. Vraiment, c'est vraiment aussi le pays de l'anonymat. Hein. Moi, j'ai ressenti ça. De l'anonymat et puis de... La personne est entièrement libre de faire ce qu'elle veut. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. La liberté est inscrite dans la Constitution. On a un peu la même chose à Londres aussi. Hein. Oui. On retrouve des gens avec un Iroquois à côté d'une dame en tailleur, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est ça en fait, hein, c'est la réalité. Et tous les gens se croisent dans tous les quartiers de Londres. Il n'y a jamais d'interpellation, enfin, de regard interrogatif en tout cas sur l'apparence de l'autre, parce que je pense que ça fait partie de l'identité de la ville déjà, et que ça s'est toujours passé de cette façon-là. On peut voir dans l'histoire en tout cas que les gens s'habillaient avec ce qu'ils avaient, mais que c'est devenu forcément avec le temps une façon de s'habiller. C'est-à-dire que c'est une façon qui a été reconnue d'un certain groupe, et que tout le monde a continué à s'habiller comme il avait l'habitude de s'habiller, mais ça n'a pas fait des différences. Il y a des différences, puisque tous les gens ont une classe sociale particulière, mais dans ce croisement de tous ces gens, on va dire, il n'y a pas de phénomène interrogatif, en tout cas, d'interpellation du regard, comme je le disais, mais c'est normal, voilà. Ça voudrait dire que le français accorde beaucoup plus d'importance à l'apparence. Au regard de l'autre. Au regard des autres. Certains se fichent complètement de la manière dont ils sont habillés. Alors certains se fichent complètement. Et il y a aussi le fait de se dire je ne vais pas sortir comme ça parce que tout le monde va me regarder. Alors il faut passer ce cap effectivement de se dire je m'en fiche. Et à partir de là, on peut tout se permettre, évidemment, par rapport à ce que l'on a envie de faire, et de rester aussi dans une limite où on ne vous enferme pas tout de suite, mais c'est possible, c'est possible. À partir du moment où on fait attention aux autres, on développe un phénomène qui est l'agoraphobie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être vu par rapport à ce que les autres vous imposent aussi dans le regard. Ne pas se détacher de ce troupeau-là, en tout cas. Et il faut sortir de ça, et je vous encourage tous, bon, vous êtes bien partis, mais à ce que ne pas rentrer dans cet étui de... Non mais, excusez-moi, j'étais bien partie, mais là, je suis dans une tranche d'âge où c'est ce que j'ai osé, vous ne le tout en ayant... c'était pas une extravagance, mais c'était dans la couleur, donc c'est sûr que c'était difficile, mais je le faisais, mais c'était naturel. Aujourd'hui, bon, je portais des chapeaux, je portais des tas de trucs. Aujourd'hui, je porte pas de chapeau parce que je me dis, bon, voilà, je vais pas aller dans la rue avec le chapeau parce qu'on va m'en garder. Après, la couleur, ça me dérange pas. Il va falloir changer ça. Un petit accessoire de plus, je suis moins à l'aise aujourd'hui. Ah, vous êtes moins à l'aise. Mais c'est ça qui est inquiétant, qui pose question, vraiment. Hein, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette chose-là, justement. Mais oui, mais parce que quand on est jeune, on n'a peur de rien. Vous pensez que c'est juste ça? Ah oui, moi je pense pas que à un c'est moment donné, ça. Enfin, moi je le ressens comme ça, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, et tant mieux. Moi je me dis aujourd'hui, je préfère passer un peu plus inaperçu.
Vous fondre davantage, peut-être. Me fondre un peu plus, mais... c'est-à-dire que j'ai des super chapeaux, mais je ne vais pas les mettre parce que lorsqu'on vient en Italie, par exemple, mais en Italie, je le ferai. À Londres, je le ferai. Donc c'est là où je peux en venir, en fait, pardonnez-moi. Ce sont des pays où on porte des chapeaux. Aucun problème. À Paris aussi. Mais à Condon, à Condon, j'imagine qu'effectivement, on devient le phare. Déjà, on ne voit que vous. Je crois qu'il faut oser. Ah non, mais j'ai toujours osé. Mais il va falloir moi, je suis allée à Condon il y a 20 ans. Recommencer. J'osais encore. Mais François, tu veux dire quelque chose? Oui, on parle d'individualisme, on parle de... Dans d'autres pays, cependant, ce phénomène d'influenceurs et d'influenceuses qui semble fondamentalement participer des choix de toute une génération. Qui veut lisser, qui veut faire... Qui fait ce qu'elle veut, enfin, tu vois, qui gagne de l'argent, puis ça va remettre juste en disant c'est plutôt ça, ou plutôt ça, moi qui me sidère, sans venir en contradiction avec ce qu'on dit de la liberté, de l'individualisme. Bien sûr. C'est une contradiction, et je pense que c'est juste le travail de certains concepteurs qui ne sont pas du tout des gens du vêtement, pas du tout des gens de l'habillement et de l'allure du tout. C'est de faire en sorte que on nivelle de toute façon dans la fabrication, ce qui fait que pour ça que l'on retrouve dans toutes ces boutiques une identité quasi la même dans toutes ces boutiques, puisque voilà, ces gens-là ne veulent de toute façon faire en sorte que ça leur apporte de l'argent, mais absolument ne plus vouloir que s'installe des phénomènes de mode comme on en a connu par le passé, où il y avait réellement des choses qui guidaient les gens, entre guillemets, on fait ce que l'on veut, mais tiens, qu'est-ce qui se passe cette saison, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, m'acheter, et quelle est la couleur, etc. On se rend compte que de toute façon la couleur déjà on peut s'asseoir dessus et que le style est le même d'une saison à une autre. Donc tu parlais tout à l'heure des boutiques toutes les mêmes. Tu sais maintenant il n'y a plus une mode de printemps, mais une première mode de printemps, puis une deuxième mode de printemps, puis une mode de pré-été, puis d'été intermédiaire. Oui, je sais, moi je faisais cette collection par an, et je peux te dire que je connais l'histoire, mais au moins ça avait de la gueule, quoi. Voilà. Mais qu'en est-il par rapport à la durabilité du vêtement? Est-ce que c'est tout prêt à jeter ou... Non, c'est pas du prêt à jeter. Quand on le fait noblement, parce qu'on veut garder une identité à une maison, à une marque en tout cas, on le fait correctement. On a de jolis tissus, on travaille beaucoup sur les formes, sur l'emploi donc des formes, des tissus pour les adapter sur la saison en question. Et ces vêtements, on va effectivement les porter quand on va les acheter, parce qu'ils sont là pour être avant justement une autre saison. Et lorsque la saison va arriver, si on continue toujours d'acheter dans ce sens-là, on va les mettre au placard, ceux-là, et on va les ressortir, on les mettra quand on voudra. Mais de toute façon, rien ne nous oblige, d'une façon générale, à abandonner complètement le vêtement. C'est une... Mademoiselle Isabelle. Oui, sauf que là, les vêtements sont faits par des gens qui ne sont absolument pas qualifiés, sur des bateaux fantômes qui sont dans les sauteries historiennes internationales, enfin, tout un... Mais là, on ne parle plus du tout... Et donc, il n'y a pas le savoir-faire et tout ça, ce qui fait que... Enfin, tu as des vestes tout est serré là, ou ça va, là ça va, puis là ça va plus... Mais quand on a les vêtements dont je parlais à l'instant, et qu'on les trouve dans les boutiques, ce sont des marques qui surveillent la fabrication de leur collection. Donc il y a quelqu'un sur place qui vient là où créer la collection, de toute façon, qui a un contact avec les créateurs, avec les fabricants, et qui repart
sur les lieux de fabrication, et qui est là pour une surveillance, mais qui reste sur ce lieu. Donc on est sûr que les vêtements vont arriver comme on les a conçus, comme on a voulu qu'ils soient fabriqués. L'autre partie donc, que tu évoques, ça, ce sont les marques, les petites marques qui ne peuvent pas se permettre, des petites marques qui sont connues malgré tout, qui ont un nom, mais qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce suivi dans leur fabrication de collection, dans ce qui va arriver en boutique. Et ce qui va arriver en boutique, évidemment, ça va coincer là, ça va coincer là, ça va coincer là, en fait, il n'y a rien qui va aller. Et ça va vous coûter aussi un bras en boutique. Bien sûr. Il n'y a qu'une personne que je n'ai pas entendue ce soir. C'est toi, Claude. J'ai parlé tout à l'heure. Tu as parlé, qu'est-ce que tu as dit? Vous l'avez entendu? Je peux dire quelque chose si tu veux. Parce que je suis tout à fait en dehors, mais du coup, dans la mesure où le problématique, je n'ai jamais été préoccupé par mon apparence. Oui, mais c'est quelque chose qu'il faut dire. À ce qu'on me remarque au-delà de mes apparences. Ça, c'est quelque chose, comme déclaration. Non, c'est pas vrai. Au-delà des apparences. Mais c'est aussi un point de vue personnel qui t'appartient. On a tous notre point de vue personnel sur ce sujet. C'est pour ça que ça m'intéressait de venir, parce que oui. Que peut-on dire sur l'apparence? L'apparence, elle change, elle peut changer de façon très quotidienne en fait. On peut se changer plusieurs fois par jour si ça nous fait plaisir. Et d'un changement à l'autre, être quelqu'un de tout à fait différent. Moi, je suis arrivé avec un jean troué et je me suis changé pour vous. Donc voilà, parce que je ne pouvais pas venir avec un jean troué. Mais bon, j'ai trouvé que vous valiez mieux que ça, voilà. Pour m'écouter et puis dire ce que vous aviez à en dire. Donc je pense que notre entretien, puisque c'était un bavardage, c'est ce que je voulais au départ, on peut le terminer sur ces quelques mots, voilà. Vous êtes d'accord? Plus rien à dire? Merci Alain. Merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir participé à ce bavardage et d'avoir dit ce que vous en pensez.